Oui, Ouais, même il y a une dimension autobiographique sur le fait que j'ai des enfants, que je fais un métier quand même. J'ai choisi l'architecture parce que j'ai fait des études, donc ça m'amusait de renouer avec mes origines et d'être une fausse architecte dans un vrai film que je réalisais. Mais c'est aussi parce que j'ai fait un parallèle avec le cinéma. Et c'était aussi pour rire de l'échec de Marguerite et Julien. Donc il y a un peu tout ça aussi dans le film. C'est une comédie à la fois sur l'échec et c'est finalement la victoire de la loose. C'est-à-dire qu'on perd tout et en même temps on gagne beaucoup plus. On gagne une sérénité, on gagne Mm. une confiance en soi et quelque chose qui nous correspond plus. Oui, c'était ça qui était compliqué d'ailleurs dans l'écriture du scénario, c'était de trouver l'équilibre entre tous ces genres différents. Parce que le film joue avec un genre burlesque, mais en même temps un genre de comédie musicale un petit peu aussi, un peu fantastique, et puis aussi romantique, puisque c'est l'histoire aussi d'une rencontre en fait, d'une rencontre, j'allais dire une deuxième rencontre, non, puisqu'on on le dit dans le film qu'un retour est toujours un aller, donc c'est une rencontre. Euh, mais c'est Maud Crayon qui est prise entre deux ex finalement. Et ça m'amusait aussi de raconter cette comédie de mœurs, quoi. Après l'incendie de Notre-Dame, on s'est posé la question du titre évidemment. Et puis on s'est donné le temps de la réflexion, d'attendre que tout ça retombe un peu. Et puis en fait, c'était le meilleur titre pour mon film. Et puis surtout, ça a toujours été ce titre-là. Il y a eu une version où le film s'appelait Coup de crayon. Et en fait, je voulais pas changer le titre parce que c'est un peu comme changer le prénom de son enfant. D'un coup, ça devient bizarre, quoi. On est habitué à quelque chose. Donc, on a décidé de garder le titre tel qu'il était depuis le départ, c'est-à-dire avec le D minuscule, pour faire le jeu de mots avec la dame qui est Maud Crayon et qui est cette dame que tout le monde, dont tout le monde veut un peu. Non, le scénario était déjà assez précis sur ces choses-là. La danse était décrite pour la séquence Airbnb, la maquette qui s'envole évidemment. La seule chose qui n'était pas dans le scénario, c'était la chanson qu'il y a dans le tribunal. Mais sinon, tout le reste, c'était dans le scénario. Après, c'était pas forcément pensé comme tel. La mise en scène, c'est à un moment donné se détacher du scénario et puis s'approprier le réel d'un tournage, le réel économique et tout ça pour pouvoir servir au mieux les scènes et les raconter non plus avec des mots mais avec des images. Et donc ça c'est ma grande liberté de réalisatrice, c'est ce que je préfère faire. C'est d'un coup quand on met le scénario en scène. Donc là on invente des choses. Par exemple la scène Airbnb dans le scénario c'était écrit en 3 lignes. Un pas chassé, ils font, enfin, ça n'avait aucun intérêt dans le scénario, c'était vraiment difficile de se rendre compte de ce que ça allait être. Et c'est devenu comme ça dans une espèce de boîte noire parce qu'en fait, le décor qu'on avait de Maud Crayon coûtait très cher et on ne pouvait pas l'avoir trop longtemps et donc les scènes ne rentraient pas dans le plan de travail. Donc je les ai sorties du plan de travail. Je me suis dit, mais en fait, on fera des séquences de danse vraiment comme dans une comédie musicale. Je pense qu'on peut vraiment, quand on a une idée, il faut vraiment aller au bout de cette idée et pas la faire à moitié. Par exemple, pour donner un exemple très précis, quand j'avais écrit que la maquette s'envolait par la tempête et tout ça, au départ, Maud, elle faisait sa maquette dans les premières versions du scénario et puis son patron l'appelait pour lui dire que la maquette, finalement, elle ne servait plus à rien, etc. Et elle descendait dehors pour la jeter à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'après, il y avait la tempête et du coup, la poubelle se renversait et la maquette s'envolait. Et en fait, moi, en tant qu'actrice, je ne comprenais pas l'action du personnage. Je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'elle était fière de sa maquette, elle l'a jetée à la poubelle. Et le scénariste, il me dit, bah parce que... puis oui, c'est vrai que c'est... on est d'accord qu'elle la jette à la poubelle juste parce qu'on voudrait que la maquette aille dehors parce qu'il y a la tempête. Alors il me dit, oui, je dis, bah, il faut qu'on trouve autre chose. Je dis, mais en fait, il faut qu'on aille au bout de l'idée, il faut que la tempête rentre dans l'appartement, il faut qu'elle elle la signe, sa maquette. Au contraire, elle en est fière et tout. Donc, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que on aille encore plus loin dans le fantastique avec la tempête qui rentre dans l'appartement et qui emmène la maquette, qui atterrit en plus dans l'hôtel de ville, alors que dans les premières versions, elle atterrissait sur un camion FedEx qui déposait la maquette à l'hôtel de ville. Donc vraiment n'importe quoi. Non, parce que. Alors, c'est sûr que quand on est réalisateur, c'est un métier, je crois, où on doit le plus décider de choses à la seconde. C'est vraiment.
continuellement des questions qu'on nous pose, des problèmes qu'il faut régler. Donc c'est sûr que c'est assez anxiogène et en même temps, je trouve que c'est aussi une situation confortable parce que on est les maîtres du jouet, c'est-à-dire que c'est tout ça pour quand même créer quelque chose qui au départ est un pur fantasme de rêve, quoi, de raconter une histoire. Donc c'est un jouet fantastique, c'est-à-dire qu'on nous donne des petits personnages, des décors, et on fait avec des gens qui connaissent la technique, chose que moi je ne connais pas. Donc c'est vraiment... D'ailleurs c'est très beau dans le film Jaco de Nantes, quand il y a la reconstitution de lui enfant, qui s'amuse à faire comme ça le cinématographe tout seul, avec le petit théâtre, et puis comment il réussit à... Et je pense que quand on fait des films, on a quand même une âme d'enfant, c'est-à-dire que c'est quand même... l'idée voilà, de jouer comme... alors pas tous les films, mais en tout cas moi je pense que c'est une part très enfantine que j'ai quand je fais des films, de m'amuser à les faire. Oui, alors ils ont lu le scénario évidemment, et ils ont trouvé ça très drôle, ils ne se sont pas du tout opposés à ce qu'on tourne dans Notre-Dame. La seule chose sur laquelle ils ont été un petit peu exigeants, c'est la question du baiser. Et ça, on ne pouvait pas le tourner. Normalement, la scène devait être 2 jours. C'est une boîte de nuit, oui. Voilà. Et en fait, on n'a pas eu le droit de tourner 2 jours parce que Notre-Dame ne ferme jamais. Enfin, ça ouvre à 7 h du matin et ça ferme à 19 h le soir. Mais entre ces 12 heures d'ouverture, il n'y a pas de moment où on peut fermer Notre-Dame. Et c'est le monument le plus visité au monde, et il y a plusieurs messes par jour. Donc il y a à la fois des touristes qui viennent, mais il y a aussi des fidèles qui viennent prier tout simplement. Et donc on ne pouvait pas faire cette scène de baiser parce que ça pouvait choquer les gens. Et on a eu le droit de la tourner de nuit. Ce qui était au départ j'étais un peu déçue parce que moi j'imaginais qu'ils s'embrassaient au milieu de tout le monde, quoi. Donc c'est sûr que voilà, il faut l'accepter. Et en même temps je trouvais ça trop compliqué de faire ça dans une autre église. Enfin. Et en fait donc on a tourné de nuit. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on a eu le droit d'être seul dans Notre-Dame toute une nuit. Enfin, c'était magnifique, c'était magique. Et comme c'est très compliqué d'éclairer Notre-Dame pour qu'on puisse voir les vitraux, etc., parce que ça nécessite de mettre de la lumière de l'extérieur, et on n'avait pas du tout le budget pour faire ça, on a dû l'éclairer que de l'intérieur. Et donc on a joué avec un éclairage un peu irréaliste, comme ça, comme s'ils étaient dans une boîte de nuit, oui. Alors ça a été vraiment un choix de réflexion, de discussion avec Alice Girard, la productrice. On a vraiment fait le casting ensemble. J'avais envie de travailler avec des acteurs que j'aimais et qui pouvaient être assez différents dans leur nature, et en même temps qui pourraient s'entendre. Je sais pas, ça a été très intuitif. Et puis j'avais envie de les prendre à des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de les voir non plus. Donc c'était assez marrant à faire. Je me suis vraiment amusée à composer la petite famille autour de Maud Crayon. C'est vrai que j'adore ces films et que j'adore sa part enfantine en fait, et cette façon qu'il a de raconter des choses sérieuses avec de la légèreté et de façon assez poétique et décalée et tout ça. Et c'est un cinéma dont je me sens proche. Après, je cherche pas à faire des références quand je fais mes films. J'essaye de faire comme je sais faire moi. Alors, bien sûr, quand on fait des films, on est toujours nourri. Les films sont nourris des films qu'on aime et de ce qu'on a vu et de comment on a appris à faire des films. Donc, il y a des références. Oui, ça peut faire penser au film de Jacques Demy, ou au film de Truffaut, ou au film de Romer, ou au film d'Agnès Varda. Mais c'est marrant parce que comme Notre-Dame est un film dans lequel il y a beaucoup de genres différents, enfin, c'est quand même... souvent les gens cherchent des références particulièrement sur ce film-là. Et j'ai vraiment entendu plein de choses différentes. Alors on m'a parlé des frères Larieux, on m'a parlé aussi des réalisateurs de La Fée. Alors moi j'ai jamais vu ce film, je sais plus comment il s'appelle, ouais. C'est des réalisateurs... Abel et Gordon, et des réalisateurs belges. On m'a parlé d'Amélie Poulain, on m'a parlé... Enfin vraiment, beaucoup de choses très différentes. Et c'est vrai que moi, s'il y a un film que j'ai regardé un peu comme référence, c'est Alice de Woody Allen. Mais alors celui-ci, on ne m'en parle jamais, donc c'est drôle. C'est vraiment, chacun y voit un peu ce qu'il veut.